relevons le défi de vous intéresser ce soir à une maladie méconnue, mais qui gagne à être connue puisqu'elle concernerait pas moins d'1 million de Français, la polypose nasale. Les symptômes, nez bouché ou qui coulent régulièrement, des éternuements, des maux de tête, de la fatigue, voire une perte de l'odorat. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle rencontre Sud-Ouest TV7. Nous sommes en public depuis la Grande Poste de Bordeaux, un programme avec les soutiens institutionnels de Sanofi et de l'association anosmie.org. Et je suis ravie d'accueillir son président fondateur. Bonjour Monsieur Maillard, Jean-Michel Maillard, vous avez donc créé cette association car vous avez vous-même perdu l'odorat il y a 7 ans. On parlait alors beaucoup moins de l'anosmie puisque c'était avant le Covid. On va en parler tout de suite. Professeur Ludovic de Gabory, vous êtes responsable de l'unité de rhinologie et de chirurgie plastique au CHU de Bordeaux. Bonsoir. Et professeur Pierre-Olivier Giraudet, vous êtes pneumologue, professeur de pharmacologie, responsable du centre d'investigation clinique du CHU de Bordeaux. Bonsoir et merci d'être là, messieurs. On va démarrer tout de suite pour bien comprendre de quoi il s'agit avec vous, professeur de Gabory. Comment définissez-vous cette sorte de rhinosinusite? Exactement, merci beaucoup pour votre invitation et c'est effectivement une rhinosinusite chronique. Ce sont des gens, pour généraliser, qui n'ont pas de passé ORL particulier et qui vont vers l'âge de 45-50 ans débuter une maladie inflammatoire du nez et des sinus dont la résultante est de fabriquer des polypes qui vont occuper les espaces et provoquer majoritairement une obstruction nasale permanente et une perte d'odorat qui va s'installer progressivement dans le temps et qui, au fil des années, si on ne s'en occupe pas, va devenir définitive. Alors, où est-ce que ça se situe? On a bien compris, c'est dans le nez, mais à quel niveau dans le nez? Alors, le nez, c'est grand. Une fosse nasale adulte, ça fait à peu près 20 cm3. 20 cm3, c'est un pot de yaourt. Il faut rajouter à ça toutes les cavités annexes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sinus. Sinus, en latin, ça veut dire cavité. Et il y en a un, particulièrement, qui s'appelle l'ethmoïde, que personne ne connaît, qui est situé entre le cerveau et l'orbite. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a l'épicentre de la maladie, qui, de fait de sa chronicité et de cette inflammation, aboutit à la fabrication de polypes. Parce qu'il faut savoir que dans le nez, les polypes ne sont pas spécifiques de quelque chose. Ils sont spécifiques de la chronicité de l'inflammation. Mais cette maladie-là va particulièrement fabriquer des polypes. D'accord. Et plus on attend, et plus ils se développent et grossissent. Alors ça va occuper les espaces évidemment, et progressivement, l'obstruction nasale va s'installer. Au début, ça va être partiel, fluctuant, intermittent, pour devenir complètement définitif. Et la particularité des gens qui ont le nez bouché de manière importante et constante vont avoir obligatoirement une déstructuration du sommeil. Et c'est souvent cette déstructuration du sommeil qui va accumuler de la fatigue, qui va en général provoquer la première consultation. Ah voilà, c'était ma question. En effet, c'est ce qui peut alerter, parce qu'a priori, on a tous de temps en temps le nez qui coule, le nez bouché, des éternuements, un peu de fatigue. On partage tous ces symptômes. Donc c'est quand même un véritable problème. C'est peut-être la personne qui dort à côté qui s'en rend compte, c'est ça l'histoire? Alors effectivement, on a tous eu l'expérience d'avoir le nez bouché, on a tous été enrhumés dans sa vie, mais là, ça ne va pas durer 10 jours, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Vous voyez, la dimension n'est pas la même. Et quand pendant plusieurs années, vous avez une respiration buccale nocturne, la bouche sèche, vous vous réveillez pour aller boire, évidemment, ce n'est pas du tout normal, ça s'insinue progressivement dans la perte de qualité de vie. En général, vous avez un premier réveil vers 3 h du matin, puis un deuxième réveil vers 5 h du matin, et puis les gens se rendorment quelques minutes avant que le réveil sonne. Donc au bout du compte, vous avez une accumulation de fatigue qui va se créer pendant des années et qui va provoquer une somnolence diurne et une incapacité à pouvoir remplir les tâches quotidiennes pendant la journée. Professeur Giraudet, on commence à parler donc de la qualité de respiration. Vous, en tant que pneumologue, vous pouvez nous dire, en fait, il y a un lien étroit entre la polypose nasale et des problèmes d'asthme notamment. Alors effectivement, il y a une association qui est très claire entre ces deux maladies. On ne sait pas trop pourquoi, si ce n'est que c'est une inflammation des voies aériennes, depuis le nez jusqu'au fin fond des bronches. Et donc, on a fréquemment des patients asthmatiques qui ont une polypose nasale, et inversement, nos confrères ORL voient des patients avec une polypose nasale.
et ils doivent dépister un asthme. Alors, à propos du diagnostic, qui pose le diagnostic et puis comment ça se passe après l'examen? Alors, le diagnostic de polypose, c'est clairement l'ORL. Nous, on a des signes d'alerte qui doivent être un peu les signes d'alerte de tout le monde, c'est-à-dire le fait de perdre l'odorat, le fait de ne plus avoir d'odorat du tout. Pour nous, c'est un signe d'alerte et on passe la main à l'ORL qui va ensuite faire une fibroscopie. Est-ce qu'on peut faire passer la petite étape quand même du médecin généraliste? C'est-à-dire qu'avant d'aller chez l'ORL, encore faut-il être envoyé par son médecin? Tout à fait. Donc il y a des petits signes d'alerte, c'est la permanence des symptômes, ça c'est clair. Ensuite, l'évolution assez rapide vers une perte franche de l'odorat. Et qui dit perte franche de l'odorat dit perte aussi du goût. Parce qu'il faut savoir que le goût, c'est 80% d'odorat, lié à la rétro-olfaction et à la flaveur des aliments qui vont passer derrière le voile et qui vont aller stimuler. Voilà. Ce sont, face à une situation chronique, ces deux symptômes majeurs qui doivent alerter le généraliste pour adresser à l'ORL. Et l'ORL, devant cette situation clinique, va mettre une caméra dans le nez et pouvoir observer des polypes, attention, des deux côtés. Ok, c'est une observation ambulatoire, on arrive le matin, on repart l'après-midi, ça fait pas trop mal, alors, bien sûr. À la différence de la fibroscopie du pneumologue qui nécessite une intendance un petit peu plus lourde, la fibroscopie de l'ORL se fait en consultation. On parle de sujets que vous connaissez bien, Jean-Michel Maillard, puisque, donc, je le disais, vous êtes président de l'association anosmie.org. Alors, on a commencé à parler de la perte de l'odorat. Vous avez perdu l'odorat il y a 7 ans, pas du tout dans le cadre d'une polypose nasale, mais suite à un traumatisme. Comment ça s'est passé à votre réveil? Comment est-ce qu'on prend conscience qu'on a perdu l'odorat? On n'en prend pas conscience tout de suite. Voilà, c'est pas brutal. C'est brutal, mais en général, c'est pas le premier symptôme. Alors on peut l'appliquer au Covid, il y a eu d'autres complications. Moi, le trauma, c'était une chute de ma hauteur. Je le dis quand même, je suis plutôt dans la catégorie de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire j'ai fait un malaise vagal et je suis tombé de ma hauteur sur le carrelage. C'est vraiment quelque chose d'assez banal et je découvrirai quelques semaines plus tard que j'avais perdu l'odorat. Il y a toute une phase de coma, de difficulté à tenir debout, etc. La perte de l'odorat, vous en apercevez plus tard. Le professeur le disait, le goût d'abord, parce que vous mangez des choses qui n'ont plus de goût. 80% du goût, c'est l'odorat. Donc, voilà. Et vous découvrez que ça ne fonctionne pas. Là, je vais tout de suite faire un petit crochet vers la culture de l'odorat. C'est-à-dire qu'on n'a pas de culture de l'odorat en France, je le répète. Donc, moi, j'ai perdu l'odorat, mais finalement, depuis que je suis tout petit, est-ce qu'on m'a parlé de ce sens, qu'on pouvait le perdre? Quelles étaient les causes pour le perdre? Est-ce qu'on pouvait le retrouver, etc. Donc, alors vous avez un peu travaillé sur ce sujet-là, de la culture de l'odorat quand même. Pourquoi? Comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi est-ce qu'on a mis ce sens de côté? Là, c'est sans doute hors de mes compétences, mais vous replongez dans la littérature il y a quelques dizaines ou on va dire une cinquantaine d'années, le sens de l'odorat, plus il était développé, plus vous vous approchiez de l'animal. Enfin, vous voyez un petit peu, l'intelligence ne passait pas par l'odorat. Je pense que le professeur peut... Il y a un problème d'aiguillage. C'est-à-dire qu'on a tous appris à l'école primaire que l'odorat chez l'homme était un sens qui était en cours de régression, parce que soi-disant celui-ci était moins évolué que celui du mammifère. En fait, pas du tout, c'est une erreur d'interprétation. Notre odorat est particulièrement adapté à notre mode de vie. Il faut savoir que le seuil de détection de l'odorat humain est particulièrement sensible. Je prends toujours cet exemple. C'est 50 microlitres d'une substance aromatique diluée dans une piscine olympique. Ça fait des concentrations à 10-16 microgrammes par litre. D'accord ? On le sait dans le vin. On travaille beaucoup avec l'ISVV, l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et on sait que dans le vin, eh bien, en fait, ce sont les molécules qui ont la plus faible concentration qui ont le plus fort pouvoir olfactif. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est en train de régresser, sauf qu'on a tous appris ça, et ça a été mis de côté. Faut savoir là, c'est vrai que là, vous parlez quand même d'un sens vertueux, c'est-à-dire quand on parle de vin ou si on parle de parfum. Bien sûr. On est précisément un pays qui est entouré culturellement de parfums et d'odeurs. Au pays de l'œnologie, de la gastronomie et de la parfumerie, j'ai tendance à dire que l'odorat n'existait pas. Enfin, vous voyez,
Les Français, c'est un paradoxe. Les Français l'ont découvert en le perdant pendant le Covid. Voilà. Et ça a été vraiment reprenons des choses plus simples. Dites à un aveugle d'aller au cinéma, dites à un sourd d'aller à un concert, et dites à un anosmique d'aller dans un restaurant étoilé. C'est aussi stupide. Voilà. Sauf que notre société occidentale a mis un petit peu ça de côté, alors qu'en fait, ça gouverne à peu près 30% de nos comportements. Oui, c'est en effet assez impressionnant. Vous savez que de ce côté-là, le marketing olfactif est très encadré par la loi. Hein. Ouais. Sinon, on fait faire n'importe quoi aux gens. Hein. Jean-Michel Maillard, donc, vous découvrez, vous prenez conscience que vous vous avez perdu l'odorat, le goût. J'imagine que vous allez voir votre médecin. Oui. Vous lui demandez, bon, on fait quoi, on fait comment? Je vais voir mon médecin généraliste et je suis un peu inquiet parce que, a priori, il n'y a pas trop de solutions, ou plutôt il faut attendre. On va voir, peut-être que ça va revenir. Et voilà, donc ça s'appelle l'errance médicale, je vais en voir un deuxième. Puis je vais voir un ORL, puis un deuxième. Et après, moi, pour mon cas personnel, je vais voir au CNRS, je cherche. Ah oui, vous cherchez par vous-même. Et je ne trouve pas grand-chose finalement, et c'est la genèse de cette association. C'est après, entre patients, on finit par se parler. Les réseaux sociaux ont ce bon côté, clairement. Ils en ont quelques-uns, où on peut parler entre nous et on s'aperçoit que on souffre tous des mêmes maux finalement, de ne pas savoir. De ne pas avoir de compétences dans le pays, en France, hein, pour nous guérir, nous soigner. Est-ce qu'il y a aussi une pudeur d'en parler? Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Parce que c'est un handicap. Alors oui, il y a une pudeur. Là-dessus que vous Mais il y a aussi, vous savez, la phrase qui revient souvent chez l'anosmique, c'est « à force de parler à des sourds, on devient muet ». C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un que vous êtes anosmique, alors moins depuis le Covid, mais bon, tu as perdu l'odorat, ok, mais ça va sinon, enfin, vous voyez. Aujourd'hui, on va aux urgences pour une entorse, pas pour avoir perdu l'odorat. Je reste persuadé que c'est l'inverse, quoi. Perdre l'odorat, c'est quelque chose de grave, quoi. Vous voyez ? Pour qu'on se rende compte du parcours que vous avez dû emprunter, comment est-ce qu'on réapprend à vivre dans un monde d'odeurs? On réapprend en découvrant ce que l'anosmie a comme impact sur vous, tous les jours. Je dis souvent que l'anosmie n'est pas un handicap instantané. Je peux vous priver d'odorat pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, vous allez trouver ça gênant. Mais être privé d'odorat pendant des mois et des années, finalement, a un impact sur votre vie. C'est aussi pour ça, on en parlait avec le professeur tout à l'heure, il y a des gens qui, ne serait-ce que par la culture et par l'importance que l'odorat a dans nos vies, sans le savoir, finalement, on ne s'en occupe pas, et au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, il y a des gens qui reviennent vers l'assaut en disant « mais bon, j'aimerais m'occuper de mon odorat, ça fait 2 ans que je l'ai perdu ». Vous voyez, parce que je me sens glisser dans un état dépressif, je me sens glisser, je n'ai plus goût à aller au restaurant avec mes amis, je n'ai plus confiance en moi, je prends des douches sans cesse. Vous voyez, donc on découvre l'impact de l'anosmie sur nos vies un peu tout seul, finalement. Quand la cellule familiale répond, c'est bien. Quand la cellule amicale, le travail, on essaie d'en parler, mais souvent on se voit renvoyer l'image de l'odorat dans nos sociétés, c'est-à-dire que l'odorat ne sert à rien. Professeur de Gabory, il y a au CHU, et vous aussi, Monsieur Maillard, vous avez travaillé sur comment accompagner, ou en tout cas essayer de réveiller ce sens quand c'est possible. Notamment, c'est possible pour les patients qui souffrent d'une anosmie liée à un traumatisme ou pour une raison virale, telle qu'on l'a vu avec le Covid. Donc le CHU propose ces séances. À quoi ça ressemble, une séance de rééducation olfactive? Alors, la rééducation olfactive, elle n'est pas basée sur de demander à un unijambiste de marcher alors qu'il n'a pas de jambes et d'avoir des bandelettes olfactives pour pouvoir percevoir les odeurs, puisqu'on sait que de toute façon, ça ne marche pas. Donc, en fait, on s'est aperçu que l'odorat, qui est particulièrement adapté à notre mode de vie et qui est un premier sens qui permet le renouvellement des espèces, en fait, est directement branché sur le cerveau reptilien. Et l'information va directement connecter avec les centres de l'émotion et les centres de la mémoire. Et c'est ça qu'on veut, réactiver. On sait très bien qu'on peut être sourd et composer une symphonie. Voilà. Vous êtes aveugle, vous savez très bien s'il y a quelqu'un derrière vous. C'est-à-dire qu'il y a des passerelles sensorielles.
D'accord ? Vous pouvez essayer de lire en braille, vous n'y arriverez pas. C'est trop difficile. Ça va trop vite. Voilà. L'anosmique, lui, il est capable aussi de travailler, il y a la plasticité neuronale, et de faire appel à sa mémoire. Je donne toujours un exemple que tout le monde connaît, que tout le monde maîtrise, c'est qu'on se souvient toujours de l'odeur de la salle à manger de sa grand-mère. La grand-mère a disparu, la maison a été vendue, mais par contre, quand on croise cette odeur, on fait « voilà, c'est ça ». Donc la rééducation, c'est ça, Parce que c'est ça reconnecter touche l'intimité des personnes. Et donc c'est cette intimité qu'il va falloir réveiller, c'est-à-dire la mémoire des odeurs. Les professionnels le font. Les œnologues, quand ils vont composer un vin, ils ne le font pas au hasard. Ils ont une mémoire de ce qu'ils vont assembler pour pouvoir donner chaque année le même vin au consommateur. Un chef cuistot étoilé, quand il va développer un nouveau plat, il a déjà quelque chose auquel il pense, il va l'assembler telle composante, telle composante, telle composante, de telle qualité, je vais le cuisiner comme ça, et je vais les assembler. Il fait 3 essais, hop, c'est bon, c'est pas bon, mais ça donne quelque chose. Donc on a la possibilité de pouvoir penser les odeurs, et c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc, juste pour finir, la rééducation va se faire très lentement, parce que l'odorat, c'est un processus qui est long. D'accord ? Donc la rééducation va se faire sur 6 mois. 1 à 2 séances par semaine, pas plus. Ça ne sert à rien d'aller plus vite. Sinon, on ne tient pas la distance et on se lasse. 15-20 minutes, seul, avant le repas de midi. Pourquoi ? Parce qu'on est des mammifères, il faut qu'on ait faim. D'accord ? Et on va choisir des supports visuels qui vont être propres à l'individu. C'est pour ça que ça ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit quelque chose qui réveille votre intimité. Ça peut être des gens, des lieux, des voyages, n'importe quoi qui va vous rappeler des odeurs et qui va vous permettre de stimuler la mémoire olfactive pour restimuler à rebours les récepteurs de l'olfaction. Et alors là, ça marche donc pour qui et à quel stade ? On peut, quand on a une polypose, aussi avoir recours à cette rééducation ? Non, ça ne s'adresse pas aux polyposes du tout, qui est une maladie inflammatoire qui est bien identifiée. Ça s'adresse aux anosmies post-virales et post-traumatiques, comme monsieur. Voilà. Alors, à propos de cuisine, je voulais savoir, Jean-Michel Mayer, vous avez senti pendant 40 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'en est-il des souvenirs d'odeurs, de goût ? Est-ce que vous cuisinez ? Oui, j'ai arrêté. Évidemment, je cuisinais beaucoup. J'ai arrêté. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que on va dire, la perte de l'odorat, c'est une tragédie quand on s'est construit sa personnalité, ses sensibilités pendant 40 ans et qu'on le perd. Perdez votre histoire finalement, perdez vos repères. Mais j'ai repris. Alors la cuisine, je dis à tous les gens qui nous appellent, si vous cuisiniez avant d'être anosmique, c'est que vous étiez généreux, l'anosmie ne vous l'a pas enlevé. Continuez. Et puis, il y a les couleurs, il y a... Le petit espoir, il est aussi donné par nos congénitaux qui nous disent, les congénitaux, c'est ceux qui naissent sans odorat, qui nous disent, mais c'est assez amusant, qu'ils sont persuadés d'avoir un goût aussi puissant que le vôtre. Alors que nous, on sait très bien que sans les bulbes olfactifs, finalement, leur goût, il est pas très puissant. Mais le système trigéminal qu'ils ont réussi à développer, eux, depuis tout petit, fait qu'ils ont finalement trouvé leur compte. Et c'est un petit peu l'espoir qu'on donne aussi aux autres en disant, ça va être long, mais sur vos repas, il faut jouer avec les textures, il faut jouer avec les couleurs, il faut essayer de refaire un bout de sa vie. De toute façon, il n'y a pas de magicien, on ne va pas vous redonner l'odorat comme ça d'un seul coup, quand vous l'avez perdu depuis longtemps. Et il y a cette vie et un peu d'énergie à mettre dans cette nouvelle vie. Et alors, c'est terrible, vous parlez des enfants, mais c'est vrai qu'en fait, un enfant peut grandir sans prendre conscience qu'il n'a pas d'odorat, très peu de goût, et sans être détecté finalement. Et on ne s'en soucie pas trop parce que ça ne se voit pas. On ne s'en soucie pas du tout. Et je disais au professeur tout à l'heure, nous, on va bientôt sortir un livre, finalement, surtout pour rassurer les parents. On a beaucoup de parents qui nous appellent en disant « Mon petit, j'avais encore peut-être 2 mails depuis le début de la semaine, mon petit est anosmique, comment faire finalement ?» Les parents sont paniqués. Mais on a plein de petits congénitaux qui sont devenus grands à l'assaut et qui expliquent qu'on doit dire aux enfants qu'il y a des parties du corps humain qui doivent être lavées parce qu'elles sentent moins bon que les autres, qu'une odeur, ça ne se voit pas, que, vous voyez, il y a plein de petits codes à donner et c'est un des axes aussi pour nous à l'association pour faire naître cette culture de l'odorat. C'est ce test de l'odorat pour les enfants.
vu le parcours médical qu'on a dans notre beau pays, on pense qu'il y a un moment où on peut peut-être trouver 10 minutes pour parler odorat. Le professeur le disait, vers 8-10 ans, sur... Voilà, juste un moment. On veut juste une page dans le carnet de santé qui dit l'odorat, ça existe, quoi. C'est tout. Vous voyez ? Passons au traitement. Une fois que la polypose nasale est diagnostiquée, comment ça se passe ? J'imagine différemment selon les cas, selon le stade de la polypose. Alors le traitement est assez codifié. La première ligne de traitement est d'abord locale. C'est l'association de lavage de nez à grand volume, avec grand volume parce que c'est grand, les fosses nasales, et de corticothérapie nasale. Alors cette corticothérapie nasale, il ne faut pas en avoir peur parce qu'elle a été développée justement pour éviter tous les effets secondaires de la corticothérapie qu'on prend par voie générale. Et donc on peut s'administrer dans le nez pendant de très longues années des corticoïdes en spray qui sont microdosés, en fait, ce sont des doses à 10-6 grammes par litre, et qui vont permettre donc de contrôler cette inflammation. Vous savez que les corticoïdes, bon, ça marche à peu près sur toutes les inflammations. Il se trouve que ça tombe bien, puisque comme cette inflammation est d'origine inconnue, eh bien, on a un résultat qui peut durer très longtemps et qui parfois suffit à ne pas faire autre chose. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la plupart des cas, puisqu'on ne va pas au-delà. La deuxième ligne de traitement, ce sont des corticoïdes par la bouche, qu'on va utiliser en support de la précédente ligne, sans l'arrêter, et qu'on va faire 2-3 cures de 10 jours par an, pas plus. Sinon, la balance bénéfice-risque, vous savez toujours, c'est toujours ça en médecine, hein, la balance bénéfice-risque, en défaveur des corticoïdes généraux. Quels sont les effets secondaires ? Ça peut, alors là, on ne joue plus dans la même cour après. Hein, c'est l'insuffisance surrénalienne, l'ostéoporose, la cataracte cortico-induite. Enfin, ça, évidemment, ce n'est pas tout de suite, c'est au bout d'un certain nombre d'années. Et quand on voit que la maladie a une intensité qui dépasse les capacités, soit du traitement local ou des cures de corticoïdes péros, à ce moment-là, c'est le bon timing pour la chirurgie. Alors la chirurgie, j'imagine que la plupart de vos patients la redoutent, d'autant plus qu'elle n'est pas efficace à 100% quand même. C'est impeccable. Alors la chirurgie d'aujourd'hui n'est pas la chirurgie des années 50, d'accord, ni l'anesthésie d'ailleurs en général. Aujourd'hui, c'est un traitement qui est ultra codifié, mais ce qui est important pour le grand public comme message, c'est: j'ai déjà été opéré de la polypose. Non. Vous avez été mis sur la table d'opération, vous avez eu une anesthésie générale. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qui a été fait dedans. Voilà. Parce qu'il y a opération et il y a opération. Alors, il y a la bête opération qui consiste à prendre les polypes et à couper ce qui dépasse, ce qui, évidemment, pour nous, gens qui s'occupent de la polypose, n'est pas un traitement chirurgical. D'accord ? Oui, oui, il ne faut pas confondre. Et donc, ça, c'était le traitement du début du XXe siècle, qu'on ne faisait pas sous anesthésie générale, mais qu'on faisait quand même. Sacré Je vous laisse imaginer le tableau. Et donc, en fait, le vrai traitement, c'est de, évidemment, retirer les polypes, mais pas que. On va justement au-delà, et on va dans cette espèce de boîte, ce sinus dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle l'ethmoïde, qui est une espèce de parallélogramme de chaque côté du nez, et qui est l'épicentre de la maladie. Et à l'intérieur de cette boîte, on enlève tout ce qui est malade. On met cette boîte au carré, on en garde les contours, et on organise 2 couloirs aériens, de manière à ce qu'on puisse retrouver le confort respiratoire, retrouver la capacité des molécules à pouvoir monter jusqu'au plafond des fosses nasales et stimuler la zone olfactive, mais aussi on va optimiser la pénétration du traitement local que le patient va reprendre après. Parce que la chirurgie ne va pas enlever la maladie. C'est une maladie intrinsèque à la muqueuse, donc le patient, il se la garde. Voilà. Mais ce qu'on veut, c'est la contrôler pour que ça ne l'embête pas. Voilà. Qu'il n'y ait pas le nez bouché et qu'il retrouve son confort respiratoire. Et la chirurgie va permettre aussi d'associer le traitement de 2 choses. Ça, c'est important parce que c'est source d'échec de tous les traitements. Et des autres après. C'est une déviation de cloison qui va être suffisamment obstructive pour empêcher le résultat et empêcher la pénétration du traitement local, et une spécificité d'organes que personne ne connaît, mais qui accompagne 30% des polyposes, qui s'appellent des amartomes. Alors les amartomes, parce que le nez c'est un peu mystérieux, ce sont 2 structures glandulaires
qui vont être fabriqués par le nez en réponse à une agression de l'odorat. En fait, c'est une réaction archaïque du nez. Ça existe chez l'animal. Et le nez va fabriquer ces structures qui ressemblent à des polypes, mais qui ne sont pas des polypes. Il faut faire attention parce que des fois, on peut passer à côté. Sauf que c'est du tissu. Ce n'est pas de l'inflammation. Donc ça ne répond pas du tout aux corticoïdes. Ça ne répond pas aux immunothérapies dont on va parler après. Et le chirurgien, il ne faut pas qu'il les oublie parce que sinon, le résultat ne sera pas là. Donc, en fait, le traitement chirurgical va être une espèce de prise en charge globale de ce qui va se passer à l'intérieur des cavités. Et complète. Alors avec vous, professeur Giraudet, justement, on va s'intéresser à la recherche et à ce qui est développé depuis quelques années. De quoi s'agit-il? On a commencé à parler d'immunothérapie. De quoi s'agit-il? Est-ce un médicament miracle et pour tout le monde? Alors, il n'y a pas de médicament miracle jusqu'à présent. Je ne vais pas... Ça aurait été un sacré coup de théâtre, là, au ça. bout de 20 minutes d'émission. Mais c'est un réel progrès thérapeutique. Le vrai danger, ça a été dit, c'est quand on passe aux corticoïdes par voie orale, en comprimé, et qu'on en prend beaucoup. Là, on entre dans une zone dangereuse avec un risque d'effet indésirable, ça a été dit, un risque au niveau des os, de fragilité des os, un risque de prendre du poids, un risque d'hypertension artérielle, etc. Et donc après vient le temps de la chirurgie. Et puis, ont été développés des nouveaux médicaments qu'on appelle des biothérapies ou des immunothérapies, qui sont en fait des anti-inflammatoires perfectionnés. Pourquoi perfectionnés? Parce qu'ils agissent sur un médiateur en particulier, alors que la cortisone, les corticoïdes agissent sur beaucoup de médiateurs. Et ces biothérapies ont été développées dans des maladies inflammatoires de la peau. Là, je vous parle du dupilumab. Dupilumab, c'est la dénomination qu'on utilise dans tous les pays, et le nom commercial, ici en France, c'est le Dupixent. Et donc ce médicament avait d'abord été développé dans la dermatite atopique, qui est une maladie inflammatoire de la peau, puis dans l'asthme. Nous, on a ce médicament à notre disposition dans l'asthme sévère depuis 2019, et maintenant dans une autre maladie inflammatoire, qu'est la polypose nasale. Donc un mécanisme précis qui permet d'éviter tous les effets indésirables de la cortisone. Comme vous parliez d'immunothérapie, c'est un peu comme on l'entend dans le traitement du cancer, c'est-à-dire que ça va venir booster des défenses immunitaires? Alors non, en fait, on va agir sur des médiateurs d'inflammation. Donc on va lutter contre l'inflammation. On ne va pas stimuler le système immunitaire, on va lutter contre une inflammation qui est trop importante. Donc c'est un peu ça le principe. Et alors ça marche dans quel cas? Ça marche pour tout le monde? Comment ça se passe? Dans ces cas-là, il faut regarder les essais cliniques, voir dans quelle catégorie entre guillemets, de patients ça a été testé. Ça a été testé pour les malades les plus sévères, donc les malades qui avaient beaucoup de cortisone en comprimé ou des malades qui avaient déjà été opérés et qui continuent d'avoir des polypes. Et pour ces malades sévères, on a pu avoir une réduction du nombre de polypes et puis une réduction de la consommation de cortisone. C'est-à-dire que ça ne marche pas si on a un stade moins sévère? Alors, ça, c'est mon confrère ORL qui va pouvoir y répondre, mais plus la maladie est évoluée, plus la maladie est sévère, en tout cas dans l'asthme, plus c'est difficile ensuite d'obtenir des résultats. D'accord? Enfin, oui, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi, mais dans tous les gens qui ont des polyposes, vous avez la 2 chevaux, vous avez la Ferrari. Voilà. Donc il y a des maladies qui vont être, on ne choisit pas, alors, il y a des malades qui vont être, je dirais, entre guillemets, plus facilement contrôlables, et d'autres qui vont associer un certain nombre de facteurs, comme d'avoir un asthme associé, d'avoir aussi une intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine par exemple, qui vont déclencher des réactions polyposiques aiguës et des asthmes sévères instables, qui vont les conduire aux urgences. Il y a d'autres facteurs, l'infiltrat éosinophilique, l'intolérance au sulfite. Les sulfites, il y en a beaucoup dans l'alimentation et dans le vin, mais il y en a partout dans l'alimentation industrielle occidentale. Et donc tous ces facteurs, tous ces cofacteurs peuvent s'additionner pour rendre la maladie plus intense, plus sévère et donc plus difficilement contrôlable. Et c'est vers ces gens-là que l'immunothérapie va s'adresser. Donc ça ne marche pas sur tout le monde?
Si on a ces contre-indications-là, ça ne va pas marcher. Ce sont les raisons qui font que... Ah non, c'est ces gens qui ont tous ces cofacteurs, c'est chez ceux-là. eux que C'est ça eux la marche. cible. D'accord. C'est eux la cible. Donc, En ok. fait, oui, Voilà. on réserve ces médicaments aux patients les plus sévères. Donc il ne faudrait pas que le grand public, quand il nous écoute, dise bah, j'ai un polype, il faut tout de suite que j'ai ce médicament. C'est vraiment pour les polyposes sévères. Et ça, cette sévérité, elle est attestée par les médecins, par les ORL. Parce qu'en fait, le nez a encore un petit peu ses mystères. Hein. C'est un organe qui est un peu... Le nez, c'est pas un simple tuyau. Hein. C'est un peu un couteau suisse où on est un peu dans l'horlogerie suisse. Hein. C'est un peu comme ça. Donc il y a encore un peu des mystères, et ça fait à peu près 70 ans que les médecins s'intéressent vraiment au nez. Donc dans l'histoire de la médecine, c'est assez récent en fait. Hein. Quand on fait la chirurgie telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure, on ne sait pas pourquoi, mais 70% des gens ne récidivent pas. C'est comme ça. C'est un fait de l'observation. Donc, si on regarde le verre plein ou le verre vide, 30% des gens récidivent. Le délai moyen, c'est 8-9 ans. Bon, à condition qu'ils prennent leur traitement local, évidemment. Et alors, évidemment, il y a des extrêmes. La semaine dernière, je ne sais pas pourquoi, j'ai revu une patiente qui récidivait 20 ans plus tard. Ne me demandez pas pourquoi elle récidive 20 ans plus tard, je n'en sais rien. Par contre, elle a eu une récidive massive. Voilà. Et puis, il y a des gens qui vont récidiver très précocement, dont on s'occupe ensemble avec le professeur Giraudet. Et ce sont ces gens-là, donc on va les opérer, et puis ils vont retourner à leur état de départ 6 mois plus tard, comme si on n'avait rien fait. Vous voyez ? On voit qu'on a affaire à des maladies très intenses, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, où on voit qu'on tourne autour, et on voit bien que la chirurgie, ça ne va pas être la solution. Voilà. C'est pour ces gens-là l'immunothérapie. Et alors, est-ce qu'il y a des conduites à risque ? Est-ce que fumer, boire, manger gras, est-ce que vous voyez ce qui nous fait du mal en général, est-ce que là aussi ça s'applique ? Pour la partie qui me concerne, c'est-à-dire la respiration de voies aériennes inférieures, donc pour l'asthme, évidemment, le tabac est un facteur aggravant. On sait que ceux qui fument répondent moins bien aux médicaments et ont des maladies qui s'aggravent plus rapidement. Et puis ils peuvent avoir d'autres maladies respiratoires, la bronchite chronique, la BPCO, des cancers, etc. Donc le tabac, niet pour la partie asthmatique. La surcharge pondérale, l'obésité, c'est un peu comme la polypose, c'est quelque chose qui est associé très souvent à l'asthme. Dans 30% des cas, on a une association obésité et asthme. D'accord. Des conduites à risque, sinon... pour le nez ? Oui, pour le nez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Je suis désolé, mais le premier polluant du nez, c'est pas le diesel, c'est le tabac. Voilà. Il faut être clair. Voilà, donc il faut impérativement arrêter de fumer. Il peut y avoir aussi, alors les gens peuvent difficilement faire autrement quand c'est leur métier, il y a des gens qui sont exposés à des empoussiérages massifs. Alors ça va aggraver non seulement la polypose, mais ça va aggraver l'asthme aussi. Voilà. Tous les gens qui travaillent dans le bâtiment, dans l'industrie du bois. On est très attentif surtout aux travailleurs du bois parce que le bois a la capacité, après 30 ans d'exposition, de donner certains types de cancers des sinus. Donc on est particulièrement... Voilà. Il peut y avoir des facilités d'exposition qui vont non pas être à l'origine de la situation, mais qui vont la détériorer. Est-ce qu'il y a un terrain héréditaire ? Est-ce que ça, vous le savez ? Oui, il y a des familles. Par contre, on n'a pas identifié les gènes. D'accord. Mais voilà. Donc ça se transmet. Mais il y a des familles, oui. Donc oui. Très clairement, si on a des parents qui en ont souffert, on a un risque. Il faut être sûr du diagnostic, hein, parce que qui n'a pas eu un polype dans sa vie, quoi. Il faut pas, voilà. Ouais. Donc quand on parle de la grand-mère qui a vécu dans les années 30, dans les années 40, c'est peut-être pas forcément l'étiquette à coller. Voilà, il faut être sûr de du diagnostic de chacun des membres de la famille. Et c'était pas forcément diagnostiqué. Jean-Michel Mayer, je voudrais qu'on parle de ce qui se passe depuis le Covid, depuis que tout le monde a parlé enfin de l'anosmie. Vous êtes avec d'autres associations internationales en train d'essayer de faire bouger les choses. En quoi est-ce nécessaire de faire prendre conscience que l'anosmie est un handicap ? Qu'est-ce qui vous manque en fait ? Il manque une petite info, je vais vous répondre, mais il manque une info, l'anosmie touche 5% de la population. 5%, c'est 3 millions de personnes. Bon, ça veut dire que vous en avez, il y en a dans la salle, j'imagine qu'il y en a dans la salle, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne croit, d'accord ?
Et finalement, quand on perd l'odorat et qu'on regarde un petit peu ce qui se fait au niveau scientifique, au niveau médical, au niveau de la connaissance dans la société, on se dit que ces 5% de personnes, ils sont mal lotis, quoi. D'accord ? Et on parle en plus d'un sens, je parlais de l'œnologie, etc. Donc il y a une nécessité de faire naître cette culture de l'odorat. J'ajouterai un autre chiffre, 6 associations dans le monde. Les 5% dont je vous parle, ce n'est pas la France. J'ai eu la chance de passer au Monell Center à Philadelphie au mois d'août, voilà, c'est le plus grand centre sur la recherche sur l'olfaction au monde aujourd'hui. Ils ont les mêmes problèmes. Voilà, c'est-à-dire qu'un peu plus de moyens depuis le Covid, mais 6 associations dans le monde. Donc il y a un événement qui s'appelle l'ISOT 2024, qui a lieu à Reykjavik au mois de juin 2024. Et donc on est en train de s'organiser. Alors nous, c'est tout simple, on veut parler des patients, parler au nom des patients, parler au nom de ces 5%. Et l'idée, c'est de proposer une intervention en Islande au mois de juin 2024, au nom des associations du monde qui représentent les 5% de personnes, en disant, mais ok, on peut le cacher, ok, on l'a laissé de côté pendant des années et des décennies, mais peut-être que c'est le moment d'attaquer un sujet que je trouve très intéressant, moi qui l'ai perdu, d'accord ? On pourrait aussi aller vers nos anciens qui perdent l'odorat, comme la vue et l'audition finalement. Bon, voilà, il y a plein de domaines qu'on n'a pas explorés, et je trouve très intéressant, pour l'avoir fait, de faire naître aussi la culture de l'odorat avec les enfants dans les écoles, mais aussi avec nos anciens dans les EHPAD. Enfin, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un problème mondial. C'est-à-dire oui, qu'on parlait de notre culture, mais oui, c'est mondial. Plus global. Alors on pourrait parler d'un problème de santé publique aussi, mais vous faites respirer une odeur à un de nos anciens, ça va lui rappeler des souvenirs, ça va le distraire, ça va. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Mais encore une fois, l'odorat n'est peut-être pas à sa place. On aimerait, nous, le remettre un petit peu à sa place. Alors, qu'en est-il justement de sa reconnaissance en tant que handicap ? Si on est handicapé, on a le droit, par exemple, sur son lieu de travail, de dispositifs, d'aménagements. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Non, c'est très pauvre. C'est très pauvre. Donc, c'est un peu dommage qu'on soit dans une situation comme ça, mais effectivement, d'abord, les médecins sont un peu, les ORL, particulièrement. Il existe un test de l'olfaction, ça s'appelle l'olfactogustométrie. Ce test est référencé par l'assurance maladie, mais il n'y a pas de cotation en face. Il faut savoir que dans les actes, vous savez que c'est une tarification à l'acte, l'activité médicale, et normalement, en face de chaque acte, il y a un tarif sécu. Voilà. Et bien celui-là, il y a 0. Ça nous donc, remet faut le faire encore une fois, voilà, le test de l'odorat n'existe pas dans les barèmes de la Sécu. Enfin, vous vous rendez compte ? Donc, ça remet l'odorat là où il est, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Il n'a pas de place. Donc on a été en contact récemment parce qu'on a fait comme M. Maillard, on s'est associé avec les sommeliers, les œnologues de France, les boulangers-pâtissiers, les chefs étoilés, y compris le chef de l'Élysée qui était avec nous. Et on s'est un petit peu démené pour faire du lobbying, puisque c'est comme ça qu'il faut faire, auprès du ministère de la Santé. Nous avons été gentiment reçus, gentiment écoutés, et puis quand ils ont compris que ça concernait beaucoup de monde, ils ont dit non, on ne peut rien pour vous. Ah oui, c'est assez pas logique. Parce que les sommes d'argent étaient tellement importantes. On avait demandé le prix de l'olfactogustométrie calqué sur le prix d'un audiogramme. Parce que c'est à peu près le même temps d'occupation d'un médecin. Voilà, bon, pour vous dire très clair, c'était 52,46 €. Voilà, c'était quand même relativement raisonnable. D'accord, pour un examen qui dure à peu près entre 20 et 22 minutes. Voilà. Donc, eh bien, nous avons eu une fin de non-recevoir. On a fait poser une question à un député du nord de la France à l'Assemblée nationale avant l'été. On attend les résultats. Et on est heureux que TV7 et Sud-Ouest nous invitent pour justement continuer à parler de ce sujet. Nous aussi, on est ravis, mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui souffre, je voudrais quand même avoir cette réponse, quelqu'un qui souffre d'anosmie, est-ce qu'il peut demander à son employeur, je ne sais pas, on n'a pas parlé des odeurs dangereuses qui nous alertent, mais c'est quand même important aussi. Alors, écoutez, vous pourriez demander au médecin du travail, par exemple, est-ce qu'il pose la question sur l'odorat de ses patients ? Non, jamais. Même si c'est une entreprise qui fait des produits chimiques. Oui, donc
Là, encore une fois, il n'y a pas la sentinelle, il n'y a pas le côté est-ce que votre odorat va bien, etc. Je répète quand même, il y a des œnologues qui, avec le Covid, ont perdu leur outil d'excellence fabriqué en 30 ans en quelques minutes. Et on leur répond, fin de non-recevoir. C'est dur. C'est dur. Oui, c'est très dur. C'est pas loyal de la part de la société de considérer ce sens comme quelque chose de complètement inutile. Donc on a essayé effectivement, dans la négociation avec le ministère de la Santé, de demander que, au moins pour les professionnels du goût et de l'odorat, ce soit pris en charge et ce soit reconnu comme un handicap. La réflexion est en cours. Eh bien, très bien. Nous allons suivre ça de près. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce programme. Merci aux équipes qui ont organisé cette conférence et à très vite sur sudouest.fr et TV7 pour d'autres rencontres santé.